Des membres de la commission électorale locale et consulaire ce matin à la Cour constitutionnelle. Lancement officiel de la semaine du régulateur organisée par l'ARC, une cérémonie présidée par le vice-président de la transition. Saisie d'une cargaison d'environ 1 tonne de drogue par les douaniers postés à l'ancien port de Libreville, le ministre de l'économie sur le terrain pour le constat. Enfin, arrestation d'un présumé voleur de voiture. L'indélicat sera présenté au parquet de Libreville. Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Il faut le dire, les choses bougent dans le pays à quelques jours du lancement de la campagne référendaire. Prestations des acteurs, voire arbitres de ce processus s'enchaînent à la Cour constitutionnelle comme à la Haute Autorité de la communication avec l'arrivée des observateurs internationaux pour s'assurer du bon déroulement de la campagne au niveau des médias publics. Détails et explications en deuxième partie du journal. La ville de Lebamba est en plein chantier. Le passage du président de la transition dans cette localité est allé donner un coup de pouce dans l'accélération des travaux. La construction du centre médical de la commune et le complexe scolaire censé s'étaler sur 18 mois. Les détails avec nos confrères de la communication présidentielle. À Lebamba, au cours de son séjour dans la province de Longoni, le chef de l'État annonçait la construction en cours du centre médical et du complexe scolaire de la ville. Les travaux de ces deux infrastructures sociales de base sont réalisés par une PME locale. Ces acquisitions viennent embellir la commune, mais également faciliter l'accès aux soins de qualité aux populations de la localité et de ses environs. Donc ici, nous avons eu la responsabilité de réaliser le centre médical de Lebamba, le nouveau centre médical de Lebamba. Dans ce programme, nous avons principalement 4 grands blocs. Le premier bloc, qui est là-bas, qui est en attente de recevoir une dalle, qui va recevoir la partie supérieure, comprend notamment une partie administrative. Nous avons la médecine externe. Et puis d'autres services d'urgence qui vont être représentés dans ce premier bloc. Au milieu, nous avons donc 2 bâtiments. Dans les 2 bâtiments, il y a un premier bâtiment qui contient les plateaux techniques, ce qui comprend le laboratoire. Dans ce centre médical, plusieurs spécialités, médecine générale, pédiatrie, gynécologie. Non loin de là, le complexe scolaire CTRI composé de salles de classe, d'aires de jeu et de bâtiments administratifs. 4 bâtiments, dont 2 grands bâtiments qui comportent chacun 4 grandes salles de classe, un bloc sanitaire, donc ça fait un total de 8 salles de classe. On a là-bas du côté des complexes scolaires un bâtiment pour la maternelle qui a 3 salles et quelques pièces, c'est-à-dire le bureau de la responsable, les sacs techniques, des plateaux techniques pour l'épanouissement des enfants. Et enfin, on a aussi un bloc, le bâtiment, qui est le bâtiment administratif. Ces projets s'inscrivent dans le programme d'extension de la ville de Lebamba dénommé Lebamba 2. À ces réalisations qui viendront améliorer le quotidien des Levallois s'ajoute l'hébergement du personnel soignant et du personnel enseignant. De retour dans le Grand Libreville sur instruction du chef de l'État, le vice-président de la transition, Joseph Awandobert, a présidé la cérémonie d'ouverture de la semaine du régulateur organisée par l'ARC, communication présidentielle. Durant une semaine, la capitale gabonaise est le point de ralliement des acteurs locaux et internationaux du secteur de l'eau et de l'électricité et toutes les parties prenantes. Cette grande messe porte essentiellement sur le renforcement des capacités des participants avec pour thème enjeux et défis de la régulation en Afrique. Représentant le chef de l'État, Brice Clotaire Oligingima, le vice-président de la transition a pris part à la cérémonie d'ouverture de la semaine du régulateur organisée par l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique. Cette rencontre est l'occasion de jeter les bases sur les meilleures pratiques et la mise au point des solutions réalistes et réalisables de l'eau et de l'énergie. Il s'agit de faire comprendre quels sont les enjeux, quels sont les défis et qu'est-ce que la régulation peut apporter aux États
dans l'exercice de leur activité dans le domaine de l'énergie et de l'eau. C'est de pouvoir mettre en commun ce qui existe dans les différents pays d'Afrique centrale pour qu'on puisse voir que les recettes qui sont proposées sont des recettes réelles, pas des recettes théoriques. Donc arriver à comprendre comment la régulation peut faire baisser les prix au bénéfice des consommateurs, tant dans l'eau que dans l'électricité. Arriver à comprendre les mécanismes pour que les partenariats publics-privés deviennent une réalité et soient mis en œuvre, c'est-à-dire la bonne méthodologie. Savoir lire un modèle financier pour savoir vraiment quel est le juste prix que l'État doit payer et pouvoir mettre en commun et créer l'association des régulateurs d'Afrique centrale pour qu'on puisse chaque fois se déplacer et voir ce qui existe dans les pays qui nous ressemblent et pouvoir le dupliquer et le mettre à la disposition des autres pays. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le vice-président de la transition, Joseph Ondobert, a réitéré les enjeux importants de cette rencontre concernant l'eau et l'électricité qui jouent un rôle prépondérant et en appelle à se pencher sur la question avec dextérité. Mesdames et messieurs les régulateurs, afin de permettre un réel échange d'expériences et de meilleures politiques, de promouvoir l'intégration régionale et le développement de politiques publiques concertées en matière d'eau et d'électricité, le moment n'est-il pas bienvenu, ici et cette semaine durant, de mettre en commun vos intelligences et nous proposer ce cadre indispensable à l'optimisation du fonctionnement de ces services plus qu'essentiels à la vie, auxquels vous, chacun chez soi, concourez au quotidien. Prévu se tenir jusqu'à vendredi prochain, les solutions issues de la semaine du régulateur devront permettre aux ménages et aux entreprises de bénéficier de façon optimale d'une meilleure qualité de service de distribution d'eau potable et d'électricité. Restons dans cette actualité pour mesurer les défis et les enjeux d'un tel séminaire au niveau de la sous-région. Et c'est un reportage signé Patricia Lidimouélé. L'eau et l'électricité sont des secteurs clés pour un pays, tant sur le plan social, économique, politique, environnemental. Pour répondre aux besoins des populations, il importe d'améliorer, mais aussi de gérer ces ressources, facteurs prioritaires de développement en Afrique. Cette semaine nous permettra d'échanger sur le cadre sectoriel, de rechercher et d'établir la nécessaire complémentarité entre les acteurs, d'imaginer comment répondre aux challenges du transport et de la distribution, tant en électricité qu'en eau, et de mesurer l'intérêt de la régulation pour les États à travers les impacts financiers, la méthodologie de projet et les évolutions légales. Les régulateurs africains devront donc pendant une semaine élaborer une stratégie régionale à même de mettre en place un cadre pour améliorer la qualité de service pour le bien-être de tous. Si nos États respectifs mettent à disposition des cadres d'exercice de cette nature, c'est afin d'améliorer la qualité de service à nos compatriotes qui doivent payer le juste prix par rapport à la qualité du service reçu par les opérateurs du secteur eau en particulier. Nous devons en effet avoir à l'esprit que les bénéficiaires de la régulation doivent demeurer au cœur des préoccupations des gouvernants. L'eau et l'électricité, problématiques aux multiples enjeux, sont donc des éléments indispensables qui contribuent à la réduction de la pauvreté en Afrique. Aussi, les conclusions des experts sont-elles attendues pour une meilleure prise en compte des politiques publiques. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre de la Transition a présidé ce matin en sa qualité de président du comité de pilotage sur l'audit des régies financières, une séance de travail avec les membres du comité technique sur la prime de la performance budgétaire, communication primature. Faire le bilan et présenter la première phase des travaux de l'audit du fichier des effectifs et des primes des agents de régie financière et administration assimilés au président du comité de pilotage de cette entité des finances publiques, le Premier ministre chef du gouvernement de la transition. C'est tout l'intérêt de cette rencontre. Ce matin, il était question à la partie de la commission technique de présenter déjà le premier rapport qui sanctionnait les travaux de l'audit du fichier des primes et des effectifs. Il a été noté plusieurs anomalies constatées et que ces anomalies ont eu des recommandations de la commission technique qui, le dernier arbitrage, revient au comité de pilotage qui devra statuer sur la mise en œuvre ou les conclusions définitives des travaux que nous avons arrêtés en commission technique. Le sentiment à mi-parcours qui se dégage aujourd'hui est très satisfaisant.
satisfaisant dans la mesure où nous avons tous mené cet audit avec l'administration, le CTRI. Plusieurs mois après l'élaboration de ce travail, les auditeurs du comité technique ont pu faire ressortir des insuffisances qui imposent encore des améliorations à l'avenir. Dans tout travail humain, il faut toujours un contrôle. Et l'audit ici constitue un contrôle. Cela permet quoi? Cela permet, n'est-ce pas, de voir ce qui est à performer, ce qui est à rectifier et de voir aussi les différents manquements ou errements qui peuvent être dus à l'agent, à l'être humain qui est soumis à toutes sortes d'erreurs. Donc là, ça nous a permis justement de voir comment modifier le fichier PPB de manière à ce qu'il soit plus juste, plus prompt, plus cohérent par rapport à la déontologie, aux règles, n'est-ce pas, liées à la PPB. Au nombre de recommandations formulées par le comité technique, le toilettage du fichier de la prime de la performance budgétaire en extrayant le personnel non éligible, l'attribution d'un identifiant spécifique à chaque agent, la révision des textes réglementaires instituant les primes des fonctionnaires des régies financières et administrations assimilées, entre autres. Et quelques heures plus tard, Raymond Dansima s'est rendu au Palais des Sports de Libreville pour s'imprégner du déroulement de distribution des bons de caisse aux agents de l'État. Reportage. Sur le site du Palais des Sports de Libreville, centre de distribution des bons de caisse aux fonctionnaires concernés, le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, effectue une visite inopinée pour s'enquérir du bon déroulement de l'opération et de la poursuite de celle-ci. Je constate avec les explications que me donne le colonel ici présent que nous avons environ 2000 bons de caisse qui ne sont toujours pas récupérés et nous sommes le 4 du mois. Je sais que c'est un désagrément pour ceux qui ont été obligés de venir passer par ici pour récupérer leurs bons de caisse. Je fais observer que dans la plupart des cas, les gens qui se sont retrouvés ici avaient une petite anomalie dans leur dossier. Leur dossier avait un manque, quelque chose, une pièce qui atteste de leur affectation en un lieu où la présence oppose. Et donc ça a été l'occasion de corriger cela et de bien assurer que le dossier de cet agent-là est bien en place. Le patron de l'administration gabonaise entend maintenir le cap de cette action jusqu'à terme en dépit de l'acheminement des précieux documents aux agents mis sur bon de caisse à l'intérieur du pays. Un nombre croissant de ceux-ci reste toujours positionné sur les tables des agents commis à cette tâche en attendant leur éventuel propriétaire. Alors, l'heure est encore à l'attente. Pour l'instant, de ce que je vois, je constate qu'il y a un lot très important de bonnes caisses qui ne sont pas encore récupérées. Et donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire que l'on fasse beaucoup de bruit, attendant de voir. Quasiment 10 jours après cette activité, la forte pression humaine a considérablement baissé et la fréquence des agents qui récupèrent leurs bons de caisse se compte au bout des doigts au quotidien. Activité des membres du gouvernement de la transition. Le nouveau campus de l'Institut des hautes études de management de Bel-Air a été le théâtre d'une cérémonie de remise de parchemin à la 3e promotion des étudiants de cet établissement supérieur. La ministre de la fonction publique était de la cérémonie. Fabiola Mengue, Alexandre Kogué. Ce sont des années d'études acharnées qui viennent d'être récompensées à ces lauréats de la 3e promotion de l'année 2024 du groupe IHEM. Ils étaient un peu plus de 200 à recevoir leur parchemin en présence du ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Louise Bokondo Moussavou. Une cérémonie de diplôme qui a pour but de célébrer l'excellence. Depuis sa création, le groupe IHEM s'est résolument engagé dans la formation du capital humain sans lequel aucun développement n'est possible. Dans ce sens, l'IHEM s'inscrit chaque année dans une perspective d'amélioration continue de sa vision afin d'offrir à ses apprenants des conditions d'apprentissage propices. Cette étape qui vient d'être franchie par ces lauréats représente un ouf de soulagement. Ils espèrent désormais décrocher un emploi. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes tout à fait contents aujourd'hui de recevoir ce parchemin et nous espérons encore que cette initiative soit louable, déjà qu'elle est louable et qu'elle puisse continuer dans cette lancée. Je suis très émue. Je remercie Madame la ministre qui s'est présentée pour cet événement aussi spécial pour nous. Je remercie le colonel de la santé militaire qui a effectué ce déplacement. C'était pas très difficile parce que je me suis mise à travailler, je me suis mise à étudier et mes enseignants m'aidaient beaucoup. Engagé dans la formation du capital humain depuis sa création, le groupe de l'Institut des hautes études de management s'inscrit dans une vision d'amélioration de ses offres de formation afin de maximiser les chances de leurs diplômés sur le marché de l'emploi.
Encore félicitations à cette cuvée. Nous l'annoncions en titre, coup de filet sur une importante cargaison d'environ 1 tonne de drogue saisie par les douaniers affectés à l'ancien port de Libreville. Le ministre de l'économie était sur le terrain pour le constat. Léa Bifane, Richard Mobiwa rapporte. Ce bateau de fortune, digne d'un outil de trafic, n'a pas pu tromper la vigilance des douaniers en poste au port molle de Libreville. À son bord, environ 1 tonne de drogue savamment dissimulée dans les ballots de marchandises. Saisi de la situation, le ministre de l'économie s'est rendu sur les lieux pour mieux examiner cette situation. Nous sommes venus ici avec le directeur général des douanes et ses équipes constater une saisie qui a été faite sur un navire, une saisie que nous avons estimée à plus d'1,5 tonne de drogue en provenance du Togo. Cette drogue était cachée dans des ballots de friperie qui étaient destinés à des personnes vivant sur le territoire national. Je voudrais féliciter les services des douanes et les encourager à aller encore plus au-delà de façon à ce que ces activités illicites qui viennent parasiter notre économie puissent être très fortement réduite et qu'on puisse éviter les dérives que ça entraîne, que sont l'insécurité et parfois la dépravation qu'on peut voir chez certains jeunes. Cette importation illicite stoppée par la douane gabonaise n'a pas encore révélé l'identité des propriétaires de ce trafic. Il faut déjà dire que nous sommes ici en présence d'une importation de produits illicites qui constitue une infraction prévue par le Code de douane CEMAC dans ses articles 55 et 63. À ce niveau, nous n'avons pas de suspects. Il faut dire que depuis jeudi, nous sommes sur cette opération parce que nous avions espoir de mettre la main sur les intéressés. Et comme vous savez, ce sont parfois des gens qui sont beaucoup renseignés et personne ne s'est présenté jusqu'à présent pour faire l'enlèvement de la marchandise. Et pourtant, il y a eu bien une déclaration qui a été levée. Les numéros que nous avons lorsque nous appelons, personne ne décroche. Cette saisie a eu le mérite de freiner la propagation de cette drogue dans la capitale gabonaise. D'ailleurs, le procureur de la République a procédé à la destruction de ces stupéfiants en présence des responsables des services spéciaux et de la douane gabonaise. De nos programmes, vous aurez un document spécial sur les activités de drogue au Gabon. Pendant ce temps, nos confrères ont assisté à un balai diplomatique ce lundi au ministère de la Communication et des Médias. La tutelle Laurence Dong a tour à tour échangé avec les ambassadeurs de France, d'Italie et de Chine. Les détails avec Patrick Simangoy, Richard Evindi Bumba et Edith Sorel Yakunda. C'est l'ambassadeur haut représentant de la République française au Gabon qui a ouvert cette série d'audiences accordée ce lundi 4 novembre 2024 par la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Laurence Dong. Fabrice Moriès poursuit ainsi le dialogue traditionnel entre l'ambassade de France et le ministère de la Communication. Nous avons fait le point sur les sujets que nous avons concrétisés depuis, et notamment ce séminaire de formation des journalistes gabonais que nous avons fait conjointement nous avons organisé conjointement avec le ministère et qui a été opéré par une ONG qui s'appelle Médias et Démocratie. Nous avons également évoqué la situation politique actuelle au Gabon, la campagne référendaire qui va s'ouvrir dans quelques jours et dans laquelle le ministère de la Communication et le porte-parole du gouvernement va jouer un rôle essentiel. En deuxième heure, l'ambassadeur d'Italie en poste depuis une année à Libreville, Stefano Moscatelli, a saisi cette visite de courtoisie, la première du genre, pour réaffirmer la solidité des relations bilatérales entre Libreville et Rome. Et j'ai pris l'opportunité aussi pour féliciter la ministre pour la qualité et l'efficace de la communication qu'il y a eu au Gabon pendant ce processus de transition, parce qu'il a vraiment fait comprendre à la communauté internationale et la peculiarité du cas du Gabon et les processus de retour à la démocratie qui est en marche ici. L'axe Libreville-Beijing se porte également bien. Son Excellence Xu Ping est venu échanger avec
la porte-parole du gouvernement de la transition, Laurence Ndong, sur les axes de coopération bilatérale, au premier rang desquels la communication, qui est un véritable pont qui favorise la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et gabonais. Presque chaque année, nous avons eu des séminaires pour les journalistes et les fonctionnaires du ministère. Les échanges de ce lundi entre la ministre de la Communication, Laurence Ndong, et les ambassadeurs français, italiens et chinois démontrent une fois encore que le Gabon reste ouvert à la coopération internationale avec comme objectif le soutien de la politique de développement de notre pays. Dans le Haut-Ogooué, le directeur national du programme Argold Gabon, en mission d'inspection dans le département de la CB Bricolo, s'assure de la qualité et du niveau d'avancement des chantiers d'intérêt communautaire réalisés dans le canton Mouniandji et la commune d'Okondja. Les précisions avec nos correspondants. Dans la commune d'Okondja, le directeur national du programme Argold Gabon, en mission d'évaluation, a fait le tour des écoles de Beliosinga, communale A, catholique Chris-Roy et Olongo pour la visite des chantiers de construction des clôtures et des latrines prévues dans les 4 établissements. Accompagné du responsable communication et développement communautaire du programme, Jean-Évariste Ngouas, a ensuite pris la direction de Makatamangoy 1 et 2, de Ndjounou et d'Odjala, 4 villages du canton Mouniandji, où ont démarré les travaux de réhabilitation des pompes d'hydraulique villageoises suivant un système amélioré. C'est un système qui fonctionne avec de l'énergie solaire. Donc, il y aura des panneaux solaires qui seront implantés. Et la pompe qui va puiser l'eau pour alimenter la cuve va fonctionner avec du solaire. Et la cuve va diffuser au niveau de la bonne fontaine, donc au niveau des robinets où les gens pourront venir puiser aisément. Et cela va se faire sur tous les sites. Des pompes d'hydraulique villageoises à énergie solaire, un mécanisme déjà apprécié dans les villages. Nous remercions Argold pour ces systèmes de eau. Ils ont plus enlevé le système de pédale de pied pour les robinets en main. Nous remercions également le chef d'équipe de cette société Argold. Et nous remercions aussi le président qui est en place d'en pouvoir nous envoyer cette équipe pour les 4 villages, Makatamangoy 2, Makatamangoy 1, Ndjounou, Odjala, pour nous flasher les châteaux d'eau. Dans la mise en œuvre de certains projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures communautaires contenus dans leurs plans de développement locaux respectifs, la commune d'Okondja et le département de la CB Bricolo bénéficient de l'accompagnement et de l'appui du programme Argold. La mission actuelle arrive ainsi en prélude au versement des 2e et 3e tranches des paiements aux entreprises exécutantes. Et notre invitée de ce soir n'est autre que la coordonnatrice du programme Gabon Digital, Madame Claude Medza Mingwa. Bonsoir, Madame Claude. Bonsoir, Monsieur Béni. Merci d'être avec nous sur le plateau du JT de Gabon Première. C'est moi. Alors, vous êtes là pour annoncer le lancement officiel du programme Gabon Digital qui aura lieu demain, mardi 5 novembre 2024, à partir de 9h, à l'hôtel Le Nomade. Alors, première question, qu'entendons-nous par ce programme digital et une autre aussi, quelles seront les différentes phases observées? D'accord, Monsieur Béni. Je vais commencer par vous rappeler un peu le contexte dans lequel ce programme va être lancé. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, le Gabon est en chantier. Que ce soit le Grand Libreville à l'intérieur du pays, le secteur du numérique n'est pas en reste. Et il faut dire que les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ils ont compris et ils se sont engagés à faire du numérique un levier de croissance et de développement et de diversification, autant pour moi, de notre économie. Et c'est dans ce contexte que Gabon Digital est lancé. Et c'est quoi Gabon Digital? Gabon Digital est un ensemble, un portefeuille de projets qui est mis en œuvre pour la transformation numérique de notre administration. Il faut dire ici que il
initiative ambitieuse qui est portée par Monsieur le Président de la Transition pour transformer notre pays grâce au numérique. Et ce programme, qui est inédit dans le secteur du numérique, bénéficie d'un financement de près de 44 milliards. D'accord. Voilà, et il va s'étaler sur 18 mois pour la première phase, et après les 18 mois, nous aurons une seconde phase. Alors Voici ça va être un peu un portefeuille de projets qui vont être présentés, mais projets destinés à qui ou encore qui seront donc les bénéficiaires? Alors, en premier lieu, c'est l'administration. Parce qu'ici, il s'agit d'une transformation profonde. Donc, la manière de fonctionner, la manière d'échanger déjà entre administrations va forcément être impactée. D'accord. Et par la suite, in fine, après la mise en œuvre du programme, ce sont des services qui sont proposés aux usagers de l'administration. Donc, tout de suite après, nous avons les usagers de l'administration, les fonctionnaires, les entreprises. Et voilà. Donc, nous avons aussi comme bénéficiaire une tranche de la population, de 0 à 15 ans. Parce que dans le cadre du programme, il y a un pan qui va s'occuper de l'extension du NIP pour cette frange de la population. D'accord. Voilà. Et sans oublier bien évidemment des entreprises et les start-up. Parce que ce programme va favoriser le développement des partenariats publics-privés avec l'administration. Ici, il est question pour ces start-up de pouvoir bénéficier des financements par la suite et pouvoir développer des solutions innovantes Made in Gabon. Merci Madame la coordonnatrice. Alors, votre mot de fin pour justement donner aux téléspectateurs qui voudront bien sûr prendre part à ce programme Gabon Digital. Alors, il faut dire que derrière ce programme ambitieux, nous avons des hommes et des femmes de toutes les administrations qui sont mobilisées pour mener à bien ce programme. Et pour avoir plus d'informations, nous invitons les Gabonais à aller sur le site digitalgabon.ga. D'accord. Voilà. www.digitalgabon.ga. Voilà. Merci Madame la coordinatrice d'être passée sur Gabon Première pour nous parler de ce programme Gabon Digital. Restez avec nous pour la suite du journal avec cette signature de partenariat entre le ministre gabonais de l'Industrie et celui de la Turquie dans l'optique de renforcer l'industrie locale. Détails et explications avec Bienvenue Nelkem et Aristide Imbomo. 362 zones industrielles multisectorielles et 104 parcs technologiques. Voici le potentiel industriel turc qui a suscité l'admiration du ministre gabonais de l'Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdet, d'où ce déplacement en Turquie. Pendant plus d'une heure au cours de cette rencontre de travail, le membre du gouvernement gabonais a pu s'approprier du dit modèle visant à rehausser la transformation locale des ressources naturelles. D'autant plus qu'il y a quelques jours, le gouvernement actait la création des zones industrielles de l'île Bondji et de Mayumba, dont les études de faisabilité vont démarrer très prochainement. Il est donc question pour le responsable du secteur industriel du Gabon de s'inspirer des meilleurs pour hisser l'économie locale et que via ce secteur, la croissance économique soit sous ses beaux jours. Par ailleurs, la création d'un incubateur technologique et le renforcement de l'infrastructure qualité par la mise en place d'un laboratoire turc est en perspective au Gabon dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États. Cet incubateur favorisera l'assistance à la mise en place d'un premier parc technologique au Gabon, le transfert de technologies pour développer les zones industrielles en projet et le transfert de compétences assurant la formation des jeunes aux métiers techniques avec l'appui de la Banque technologique des Nations Unies installée à Istanbul. À cet effet, une délégation turque sera au Gabon dans un proche avenir pour une prospection approfondie et pour le lancement des travaux. Restons hors de nos frontières. À Malabo, en Guinée équatoriale, les parlementaires de la CEMAC se sont réunis en séance plénière au siège de leur institution pour examiner et adopter le projet de budget exercice 2025. Seulement, selon l'organisation, les parlementaires se contenteront d'un apport prévisionnel en nette régression. Compte rendu. Essentiellement à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le patron en second du Parlement de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Hilarion Eton, l'examen et l'adoption du projet de budget de cette institution exercice 2025.
Un projet de budget soumis à l'Assemblée par le vice-président de la commission de la CEMAC, Charles Lassomba, revu à la baisse. Pour ce qui est des agences d'exécution, les prévisions de charges sont appuyées à 13 milliards 353 millions 647 193 francs CFA contre 25 milliards 365 millions 968 893 francs CFA en 2024. Enregistrant une forte baisse, 12 321 700 francs CFA, soit 45,36%. Au terme d'intérêt de cette séance, l'examen du rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté avec comme enjeu majeur le versement par les États membres de la taxe communautaire d'intégration. Le plan d'action des institutions vont dépendre essentiellement de la nette amélioration de la mobilisation de la taxe communautaire d'intégration qui représente à elle seule 63,41% des ressources budgétaires de la communauté. À cet égard, une nette amélioration du recouvrement de la dite taxe auprès des États avec le paiement des années accumulées va constituer une priorité forte pour 2025. Ouvert le 14 octobre dernier, les travaux de cette deuxième session ordinaire du Parlement communautaire de la CEMAC se poursuivent au sein des différentes commissions. Celle en charge des affaires économiques du Parlement auditionne tour à tour les premiers responsables des institutions et autres agences d'exécution de la CEMAC sur leur projet de budget arrêté par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale dans un intervalle de temps n'excédant pas le 12 novembre prochain, date de clôture de la dite session. Retour au Gabon dans le Grand Libreville, l'Université des sciences de la santé d'Ovando vient d'abriter la deuxième conférence des recteurs, directeurs généraux des grandes écoles et directeurs d'instituts de recherche. Une conférence placée sous le sceau des innovations en lien avec les nouvelles mesures prises sur l'orientation et le développement de l'enseignement supérieur. Les précisions avec Issa Steve Mefan, Pierre Claverella et Adeline Kenabaga. Les entités universitaires gabonaises décidées à améliorer le dynamisme académique par une nouvelle gouvernance, mettant en action le principe adéquation formation-emploi qui passe par l'amélioration des offres de services de l'enseignement supérieur. Entrevoir la réussite d'un étudiant n'est pas simplement lui donner des cours qui soient théoriques et pratiques. Donc, vie sociale, vie culturelle, et on a parlé de bien d'autres aspects, le transport, en dehors des aspects académiques classiques que vous connaissez et pour lesquels je viens de mettre l'accent sur, effectivement, comme vous l'avez dit, le côté pratique pour viser une employabilité immédiate après les études des étudiants. Les premiers responsables des établissements supérieurs réunis résolument pour faire de l'université un levier du progrès social par des cadres qui renforcent l'employabilité des étudiants avec la mise en place d'un centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales au sein des universités et des bassins pédagogiques. Nous voulons donc revenir, si vous voulez, et amplifier cet aspect pratique de l'enseignement pour améliorer également l'employabilité des étudiants que nous formons. Le monde socio-professionnel sollicité pour l'appui des formations auprès des universités et centres de recherche, une deuxième conférence qui a eu le mérite d'établir des lignes directives innovantes. En prélude à la tenue du conseil d'administration de l'ENS dans quelques jours, les acteurs du système éducatif se sont réunis en urgence pour une planification optimale. Les explications avec Nathalie Oquet et Gérard Mindou. Au menu des échanges, les dysfonctionnements au sein de l'ENS, une école de formation pour professionnels de l'éducation nationale. L'établissement formerait à ce jour des profils non utiles au secteur. L'ENS pose énormément de problèmes aujourd'hui parce que vous constatez qu'il n'y a pas de professeurs alors que nous avions une école de formation. Il n'y a pas des professeurs de mathématiques, il n'y a pas des professeurs de physique. Les enseignants internes, ils vont à l'ENS, ils payent 150 000 francs alors que c'est une école de l'État. Ce qui est inadmissible. Une révision des curricula s'impose. L'État aujourd'hui envisage de construire 30 collèges d'enseignement technique. Qui viendra enseigner? Qu'est-ce qu'on va enseigner là-dedans? Vous partez à l'N7, il y a des jeunes qui ont déjà fait 10 ans à cause du système LMD. Mais est-ce que l'N7 a été fondé pour LMD?
Nous devons revenir aux fondamentaux. Les profils issus de ces écoles de formation publique auraient du mal pour les formalités à la fonction publique. L'école normale supérieure a ses missions. Et si l'école normale supérieure existe, c'est parce que nous avons besoin, le Gabon a besoin des enseignants. Nous n'avons pas besoin de chercheurs. Et encore qu'on peut faire la recherche étant à l'école primaire. Puisque à l'école primaire, nous avons des docteurs aujourd'hui. À l'école normale des instituteurs, nous avons des docteurs. Mais ce qui se passe aujourd'hui à l'école normale supérieure est inadmissible. Il n'y a pas les enseignements. Autant de dérives dénoncées par les enseignants en formation, les syndicats du secteur éducation, l'administration de tutelle. Et les apprenants du regroupement de villages Soga dans le département de Lofoué-Onoy ont désormais une école et nous sommes dans la province de Logoué-Lolo. Reportage avec nos correspondants. Après plusieurs années d'attente, la population du regroupement de villages Soga dans le département de Lofoué-Onoy a désormais un établissement scolaire. Cette structure éducative a été présentée à la tutelle locale du ministère de l'Éducation nationale, cela en présence du préfet du département de Lofoué-Onoy, mais également de la communauté venue saluer cette initiative, fruit d'un partenariat public-privé, financé à hauteur de 4 millions de francs CFA par le concessionnaire forestier CIPLAC et JBG. Tout ceci intégrant les redevances forestières issues de l'exploitation dans cette partie de la province. Le bébé qui est livré aujourd'hui, donc, c'est un bâtiment d'un bloc qui est de 26 mètres sur 14, qui comporte 3 salles de classe. Alors, c'est une école équipée. La tutelle provinciale, en réceptionnant cet édifice, ne pouvait que s'en réjouir. L'érection d'une école digne d'envie dans le regroupement de Soga montre visiblement l'intérêt que vous accordez à l'éducation de nos enfants. C'est pourquoi je vous prie d'accepter mes sincères remerciements. Le dépositaire de l'autorité de l'État, en inaugurant cet établissement, s'est fait fort de revenir sur le dit projet. Notre école de Soga est là, tout équipée et désormais fonctionnelle. Toute chose qui rend finalement accessible ou relègue au second plan les difficultés qui ont pu se présenter tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Rappelons que cette école de regroupement de Soga a été réalisée grâce à l'arrêté numéro 505 du Code forestier. La cérémonie inaugurale s'est achevée par des bénédictions marquées également par l'ambiance socio-culturelle. Et à la suite des mouvements d'humeur observés il y a quelque temps dans la ville de Makoko liés à la non prise en compte des autochtones au sein de l'entreprise Ivindo Iron, une délégation conduite par le secrétaire général adjoint du gouvernement s'est rendue sur les bords de l'Ivindo pour justement éteindre ce brasier. Les détails avec Ruth Mignolet-Sanzou et Paul Jessica Nkol Ntutum. Suite au mouvement d'humeur observé dans la ville de Makoko par rapport à l'absence d'emploi dédié aux autochtones au sein de l'entreprise Iron, une délégation politico-administrative des fils de la province, conduite par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Tanguy Gaouma Bekale, vient de séjourner dans la capitale provinciale de Logoué-Vindo. Objectif, apaiser les tensions de ce que l'on peut considérer comme incompréhension entre responsables d'entreprise et demandeurs d'emploi. Nous sommes vraiment très contents d'abord de l'arrivée de la délégation parce que depuis un bout de temps, ici à Makoko, les tensions sont élevées du côté de l'emploi parce que les jeunes réclament de l'emploi. Vu que nous sommes en phase d'exploration, donc tous les jeunes sont confus. Et dans cela, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Olingi Nguema, d'avoir envoyé une délégation pour mieux éclaircir la situation. À l'endroit de mes frères et sœurs ogivins et gabonais, c'est que nous devons patienter parce que l'entreprise étant en phase d'exploration, il n'est pas possible d'embaucher tout le monde, mais au fur et à mesure que l'activité va s'accroître, les besoins également vont augmenter et l'emploi sera disponible. Après plusieurs heures de débat et d'explications, les jeunes estiment avoir été édifiés sur la problématique d'embauche au sein de l'entreprise Iron qui n'est qu'en phase d'exploitation du minerai de fer.
Le débat a été important et nous avons pris l'engagement désormais de créer donc un cadre d'amélioration continue avec eux qui pourra désormais entretenir toutes les tensions, et nous avons aussi aujourd'hui officialisé la mise en place d'une antenne régionale du PNPE qui va également à son tour pouvoir prendre en compte toutes les demandes d'emploi et être le lien entre les demandes et les offres. Un cadre d'échange a été instauré et l'implantation d'une antenne du pôle national de l'emploi dans le but de rationaliser les recrutements. Restons à l'intérieur du pays pour suivre ensemble le condensé de l'actualité provinciale avec Betty Nzambé et Rodolphe Ilemvé. À Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, on parle de l'organisation d'un roadshow à l'Université des sciences et techniques de Franceville sur les critères d'éligibilité pour l'obtention d'un financement accordé par l'Union européenne. Ces fonds sont mis à disposition dans le cadre du projet In Cities Food. Plusieurs producteurs agricoles partenaires de ce programme ont également participé aux travaux. Il faut préciser que 6 pays africains sont concernés par cette offre. De leur côté, les femmes rurales du regroupement de Ndambi à Moulundu, dans le Guélolo, ont reçu des enseignements sur la valorisation des actions essentielles du développement agricole à l'occasion de la Journée internationale de la femme agricole célébrée ici en différé. Aussi, mettre en avant le rôle central de la femme rurale gabonaise dans la sécurité alimentaire communautaire, c'est l'objectif du projet SWM. Et puis, pour finir, lancement de l'exploitation du fer dans le département de Mougouti, dans la province de la Nyonga, longtemps attendu par la population. Les travaux vont débuter par l'ouverture de la route Vieux-Tonneau, restée fermée depuis plusieurs années. Mais avant, un rituel pour demander l'approbation des ancêtres a été pratiqué. Retour sur Libreville et nous l'annoncions d'ailleurs en titre, arrestation d'un présumé voleur de voitures par les éléments de la brigade sud du camp Roux. Selon les enquêteurs, l'individu appartient à un groupe spécialisé dans la falsification des documents administratifs. Lionel Mboutsou-Pissam et Douiza Diouf. Le voleur a 99 jours, a-t-on coutume de dire. Fernand Nziengi, alias le Kinda, a été enfin appréhendé par les éléments de la brigade sud du camp Roux après 2 mois de cavale. Cerveau d'un gang opérant dans la capitale gabonaise, ce compatriote serait un spécialiste des détournements de véhicules. Je reconnais que j'ai démarché pour la vente du véhicule et puis le véhicule a été vendu. Madame Annie est celle qui est la personne qui est allée prendre le véhicule chez monsieur Koné, qui est un sujet ivoirien, qui a une maison de location de véhicules. C'est monsieur Nzengue Fernand qui est au contact, qui connaît le preneur, parce que le preneur c'est un sujet camerounais. Lorsqu'ils arrivent jusqu'à l'entrée de Yem, ils ont déconnecté le GPS. Repris de justice, sans emploi, l'homme possède un parking comblé. Donc il n'est pas son premier coup, parce que même les 2 véhicules, il a une double cabine qui est là, semble-t-il, il l'aurait acheté au Cameroun. Il a une autre véhicule, Toyota Corolla S. Et également, c'est chez sa femme là-bas au premier campement. Donc, ce sont des véhicules douteux. Mais c'est un réseau qui est très élargi parce qu'ils ont jusqu'à ceux qui sont spécialisés dans les techniciens qui sont en charge pour déconnecter les GPS. Ce coup de filet réussi de nos voyants gendarmes témoigne des efforts consentis par les plus hautes autorités de la République en matière de lutte contre l'insécurité. En sport, passe à votre traditionnelle rubrique des Gabonais de l'étranger avec Parfait Junior Boukinda au menu du volleyball, basketball et du football. Manga Corpo participe à la première édition du championnat des clubs des vétérans de la zone 4 de l'Union des fédérations nationales de volleyball. Durant cette compétition qui s'est tenue à Brazzaville au Congo, le représentant du Gabon s'est incliné en finale face au Bassin Vétéran Club du Cameroun, sacré champion de cette édition inaugurale. Les Mwandais décrochent la médaille d'argent. Mwanda Basketball, qualifié pour l'élite 16 de la division Ouest en Côte d'Ivoire en basketball. C'est la conséquence de la prestation du club gabonais lors du dernier championnat d'Afrique. Mwanda Bébé a fini la compétition avec suffisamment de points et prendra donc part à l'élite 16 de la division Ouest en tant qu'invité spécial.
David Sambissa ouvre son compteur but pour cette saison. Le pensionnaire de Istanbul Sport, club de 2e division en Turquie, a marqué lors du 3e tour de la Coupe. C'est une bonne nouvelle pour le capital confiance de l'international gabonais. La 14e journée du championnat de première division en Slovénie a vu Orphin Bina s'illustrer positivement. L'international gabonais a été l'unique buteur de la rencontre. C'est sa 5e réalisation en 12 matchs joués. De A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse, décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Première. Et votre rubrique A à Z spéciale référendum s'ouvre à la Cour constitutionnelle où les membres de la commission électorale locale et consulaire ont prêté serment ce 4 novembre devant les juges constitutionnels Wilfried Pigamwaba, Nsameyogo, Soni et Langema. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité. De respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurais pris part dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Ce serment prononcé engage de manière officielle la responsabilité et l'intégrité des présidents et des membres des bureaux des commissions électorales locales et consulaires dans la gestion du déroulement des consultations référendaires. Le cérémonial, qui a pour cadre l'auditorium de la haute juridiction constitutionnelle, se déroule sous le regard bienveillant du ministre de l'Intérieur Herman Imungo, par ailleurs président de la Commission nationale de coordination et supervision des opérations de référendum. La Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 66 de sa loi organique, veille ainsi à la régularité des opérations de référendum dont elle proclamera les résultats. Ultime étape dans la marche vers l'édification d'un état de droit garant des droits fondamentaux et des libertés individuelles et collectives, cette prestation de serment des responsables des dites commissions électorales devant les juges constitutionnels, en tête desquels le président de la Cour Dieudonné Abba Owono marque l'entame du processus référendaire conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 00898 du 29 octobre 2024 modifié fixant composition des commissions électorales locales et consulaires. La Cour prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Il revient maintenant au ministre de l'Intérieur de déployer les différents acteurs des bureaux des commissions électorales locales et consulaires sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à l'international, où le Gabon dispose d'une mission diplomatique. 2 observateurs internationaux reçus en audience au cabinet du président de la Haute Autorité de la Communication. Objectif, faire le point sur les mécanismes mis en place pour la couverture médiatique du scrutin référendaire. En seconde heure, Germain Ngoyo Moussavou a ensuite présidé la première séance de travail avec les commissaires de la Commission d'égal accès aux médias publics. Dave Moubele-Pindi, Medarengeng, Chili Manéa. Évaluer et toucher du doigt les réalités organisationnelles du scrutin référendaire, le 3e du genre que le Gabon organise. La Haute Autorité de la Communication, organe régulateur des médias au Gabon, dont l'importance en période élective n'est plus à démontrer, a reçu par le biais de sa première autorité 2 observateurs internationaux en mission d'évaluation du rôle des médias dans le processus électoral en cours au Gabon. Les émissaires de l'Union européenne, satisfaits de ce que le Gabon retrouve à travers l'accréditation à nouveau des observateurs internationaux, un crédit certain dans le concert des nations. S'en est suivi la visite des installations techniques de la HAC. En deuxième heure, Germain Ngoyo Moussavou, autour des membres de la commission d'égal accès, ont passé au peigne fin les différents programmes rentrant dans le cadre d'une équitabilité d'égal accès sur les médias publics en période élective référendaire. Nous avons sollicité des chaînes publiques les éléments organisationnels pour être pris en compte pour la confection de tous les éléments professionnels d'habillage et autres qui vont permettre, n'est-ce pas, à ces programmes d'être aux normes professionnelles
comme on le fait souvent. Donc la commission technique est à pied d'œuvre. Elle travaille sans relâche. Elle sera davantage complète lorsque, n'est-ce pas, les éléments complémentaires en termes d'attributs financiers seront dégagés pour que très rapidement les équipes aillent à l'intérieur du pays. Outre ces programmes, il est à noter qu'un déploiement massif des hommes et des femmes de médias sera fait pour relayer au mieux les instants de campagne dans l'Interland. Toujours dans notre dossier consacré au référendum, nous recevons sur ce plateau le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur, M. Jean-Éric Nzengi Mangala. Bonsoir. Bonsoir, M. Ibaka. Merci d'être avec nous pour justement édifier une fois de plus les populations. On le rappelle, le ministre de tutelle donc animait une conférence de presse tout récemment où il a présenté différents enjeux, notamment sur ceux-là qui n'iront pas à l'intérieur du pays pour se faire enrôler, mais plutôt en déplacement. Alors, monsieur le conseiller, qu'en est-il exactement pour ceux-là qui ne vont pas effectuer le déplacement de leur circonscription respective, mais plutôt au niveau de Libreville? Oui, merci. Il faut voir dans cette action l'ambition du bras séculaire du gouvernement, qu'est le ministère de l'Intérieur, de faire en sorte que plusieurs de nos compatriotes qui sont inscrits sur la liste électorale et qui ne peuvent pas aller à l'intérieur du pays effectuer leur devoir civique le 16 novembre, de le faire à Libreville. Alors, il faut dire que c'est une situation ponctuelle qui n'a pas vocation à perdurer, puisque lors de la révision de la liste électorale de l'année prochaine, chacun pourrait regagner son attachement électoral, pour ne pas dire sans électeur. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc pour ces électeurs de passer à Ngondje, le centre unique qui a été ouvert à cet effet, de se signaler qu'ils sont inscrits à X endroits à l'intérieur du pays et qu'ils veulent revenir sur Libreville. À Libreville, il y a 2 points d'attache. Il y a le stade d'Angondje qui sera ouvert le 16 novembre. Il y a le palais des sports qui sera ouvert également le 16 novembre. Donc, quand on vient pour se faire connaître, on a le choix entre ce site et celui du palais des sports. Étant entendu que chacun des sites est rattaché à un centre de vote, celui d'Angondje est rattaché au centre de vote du CES à Vormbam, devenu lycée, et celui du palais des sports est rattaché à l'école pilote du centre. Il faut signaler également qu'en dehors de cette action, la procuration demeure. Ceux qui ne peuvent pas faire ce mouvement, ils donnent la procuration à la personne qui est inscrite dans le même bureau de vote qu'elle, pour qu'elle vote en lieu et place. D'accord. Et quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'il y a des documents également à fournir? Avant de parler des documents à fournir lors du vote, il faut signaler également et préciser que cette opération que le ministre de l'Intérieur a annoncée le 2 novembre dernier n'est pas une nouvelle révision de la liste électorale. Ce n'est pas une nouvelle révision de la liste électorale. Il faut prendre l'affaire de façon globale et non locale. Ces électeurs qui viennent vers Libreville existent déjà sur la liste électorale. Ils partent d'un point B, d'un point A pour un point B. Donc, ils viennent à Libreville, ils sont sur la liste électorale. La liste électorale est l'unique, elle est la même. Donc, il n'y a pas de liste électorale qui a été altérée. Elle ne sera pas gonflée, elle ne sera pas diminuée. Il s'agit de déplacement des électeurs d'un point A à un point B à l'intérieur. Donc, pour terminer par les pièces à fournir, puisque cette préoccupation nous est souvent revenue, pour voter le 16 novembre, on a besoin ou de sa carte d'électeur, ou de sa carte nationale d'identité, l'ancienne ou la nouvelle, ou du passeport biométrique ordinaire. Donc, il faut être d'abord inscrit sur la liste électorale, et quand on a l'une de ces pièces,
on peut voter le 16 novembre prochain. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, d'être passé pour ces précisions. C'est moi. Et nous espérons que la communication ne tombera pas dans les oreilles de sourds et que les populations vont prendre à bras-le-corps cette communication. Restez avec nous, car Raymond Donsima, au nom de son parti politique, l'Alliance patriotique, donne sa position justement sur le référendum à venir et livre à ses militants les différentes consignes de vote. Le point avec Cabrel Guérin-Lemami et Chéli Manéa. Loin de sa casquette de Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima au contact des militantes et militants de sa formation politique, l'Alliance patriotique. Objectif, échanger avec eux sur les questions référendaires au cours de cette déclaration. Alliance patriotique, c'est-à-dire l'union des patriotes. Les patriotes, ce sont les gens qui sont attachés à la patrie. Et le Gabon est notre patrie. La rencontre de la salle de fête de Tali aura été l'occasion pour Raymond Donsima de donner sa position sur le référendum à venir. Dans un pays, on fait une constitution. Elle comporte une centaine, 150, 200 articles. Il est impossible de trouver un accord complet sur la totalité de chacun des articles avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Chacun trouvera toujours quelque chose à dire sur chacun des articles. Entre autres temps forts, les consignes données aux militantes et militants pour le référendum constitutionnel du 16 novembre prochain. Tout le monde doit exprimer son point de vue. Il doit l'exprimer complètement, avec la seule restriction de l'obligation de courtoisie vis-à-vis des autres. En dépit du fait que le projet de la nouvelle constitution supprime le poste de Premier ministre, Raymond Donsima dit être le défenseur du texte devant le Parlement. Je suis le chef du gouvernement. J'ai donné ma parole que je le porterai. Quand la campagne sera dans 3 jours, je porterai le texte. La rencontre qui se tient quelques jours avant l'ouverture du référendum aura été édifiante pour les militantes et militants de l'Alliance patriotique. Et les responsables de la plateforme Éveille-toi Gabon, en campagne de sensibilisation sur les projets de constitution et du référendum. Sur le terrain, ils ont échangé avec un vaste public. Doris Rose Nkolo, Pierre Claverella, Aristide Ibomo. C'est par des consultations juridiques et médicales que débute cette sensibilisation sur l'importance du projet de constitution soumis à l'appréciation du peuple gabonais au cours de l'élection référendaire qui se profile à l'horizon. Nous avons déjà consulté chacun au moins une dizaine de patients. Et pour le diagnostic, nous avons des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, qui souffrent de lombalgie. Donc nous donnons les soins nécessaires, voilà, de base pour pouvoir aider ces personnes-là à supporter ces différentes pathologies. Une occasion pour les responsables de la plateforme Éveille-toi Gabon d'échanger sur les nouveaux changements constitutionnels. La plateforme Éveille-toi Gabon a initié une rencontre citoyenne basée sur l'explication des événements post-coup de libération. Parce qu'à un moment donné, nous étions un peu étonnés de voir sur les réseaux sociaux certains compatriotes se questionner sur l'arrivée du référendum. Alors que le référendum n'est fondé que sur des éléments, n'est-ce pas, qui constituent les étapes de ce qui s'est passé depuis le coup de libération. Il existe comme une confusion dans le genre. Les gens ne savent pas pourquoi ils doivent aller voter. Il était important de recevoir la plateforme Éveille-toi Gabon pour donner des explications idoines par rapport au prochain vote. À travers cette activité à fort impact sur les populations, la plateforme Éveille-toi Gabon a franchi un pas indispensable en matière d'éducation civique des citoyens. Et à quelques heures justement du déploiement des équipes référendaires sur le terrain, les membres du mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés ont animé un point presse ce matin à Libreville. Jean de Diogom Songombi et Michel John Boudégan ont pris part à cette rencontre. Le MMCG et affiliés est un mouvement autonome qui ne dépend d'aucune influence extérieure. Ils sont 65% des jeunes issus du mouvement national de lutte contre le chômage et affiliés au Gabon qui seront appelés à voter au référendum du 16 novembre prochain. Le bureau directeur du MMCG et affiliés
composé des leaders des 8 collectifs qui le composent, ont procédé à un sondage auprès de ces 12 000 membres, en prenant comme échantillon 2000 participants afin de donner sa position par rapport à ce référendum. Cette participation des jeunes à cette consultation référendaire fait suite au sondage initié auprès des 12 000 adhérents par le directeur du mouvement composé des leaders de 8 collectifs. Le MMCG et affiliés voudraient rappeler aux autorités gabonaises qu'ils sont en attente de la concrétisation opérationnelle de leurs promesses, toujours à travers les 1500 postes budgétaires promis lors de l'audience du 8 août. Le MMCG est affilié. Un jour au chômage est un jour de trop. Le chômage persécute nos âmes. Créé le 5 février 2024, le Mouvement national de lutte contre le chômage et affilié est un regroupement citoyen dont les missions sont la lutte contre le chômage. Comme vous le savez, cette campagne référendaire tombe en période pluvieuse. Comment les services météorologiques se sont accordés avec les organisateurs du dit scrutin pour contourner les difficultés de Dame Nature? Les réponses dans ce reportage signé Marlène Bina et Roméo Lambini. Sortir de chez soi et se faire surprendre par la pluie n'est déjà pas très agréable. Alors imaginez toute une foule mouillée en plein meeting. Une scène qui peut être évitée facilement grâce à une collaboration avec la Direction générale de la météorologie. Pour le référendum, on a besoin de la météo. Chaque équipe a besoin d'avoir l'information météorologique avant de sortir de sa maison. Il peut anticiper son départ et anticiper son retour pour être à l'abri, tout comme il peut différer. Pour plus de fiabilité, il est conseillé aux différents acteurs de la campagne référendaire de ne pas se contenter des infos disponibles sur Internet. Nous sommes parfois surpris de voir des informations qui arrivent à les réseaux sociaux qui prévoient des événements qui vont survenir chez nous. Et ils ont fait leur étude, par exemple en Afrique de l'Ouest. C'est un climat intertropical. Nous sommes là, nous avons un climat purement équatorial. Nous, les météos, quand on regarde, on comprend tout de suite. Mais un profane qui regarde, il prend l'information, il élabore son produit et il émet. Mais non, nous n'avons pas le même temps. Souvent moquée, voire ignorée, la météo au Gabon perd de sa crédibilité. Et pourtant, ces données sont factuelles, fiables et accessibles, notamment sur leur page YouTube Météo Gabon et leur site internet météogabon.com. Une information non négligeable pour les prochaines échéances. Aussi, plusieurs personnes pourraient s'interroger sur l'histoire des élections au Gabon. Fernand Zangvé et Mireille Nsamvé nous plongent dans un cours d'histoire spéciale référendum ou encore présidentiel. On regarde. Le référendum 2024 est le troisième dans l'histoire du Gabon. Le tout premier a eu lieu en 1958, alors que le Gabon est encore territoire français. C'est grâce à ce scrutin que le Gabon sera proclamé république. Une délibération numéro 25/58 érigeant le territoire du Gabon en État membre de la communauté, puis intervient 3 ans après, en 1961, les élections législatives et présidentielles. Léomba est élu président. Suite au décès du président Léomba en novembre 1967, Albert Bernard Bongo prend les rênes. 23 ans après, souffle le vent du multipartisme. La conférence nationale de 1990 donne le temps d'un Gabon nouveau. Ainsi s'organisent les premières élections législatives pluralistes. 36 mois après, on assiste à la première présidentielle libre avec plusieurs courants politiques, des partis influents tels que le Morena, le RNB, le PSD et bien d'autres vont à la course. Les autorités de l'époque vont signer des accords de Paris en 1994 qui vont être l'événement précurseur du deuxième référendum du 23 juillet 1995. Le dit référendum donnera le quitus au Gabon de reviser la loi fondamentale. Les électeurs vont se prononcer à 96,48% en faveur d'une modification de la Constitution. Août 2023, 6e élection présidentielle du Gabon. Alors que d'aucuns pensaient maintenir la machine en place au cours du scrutin du 26 août,
Le soir du 30 août, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire du Gabon, le coup de libération. Dans la feuille de route du comité de transition pour la restauration des institutions, l'organisation d'un référendum, précédé d'un dialogue national qui annoncerait le contenu de la proposition de constitution, laquelle serait actée par voie référendaire. Le 16 novembre 2024, Merci Fernande pour ce cours d'histoire. Retrouvons à présent Cabrel Guilin-Lemami dans votre traditionnelle revue de presse référendaire. Bonsoir Cabrel. Alors, que nous dit la presse nationale et internationale sur l'organisation du référendum du 16 novembre prochain? Bonsoir à tous. Plus que 2 jours et la campagne référendaire débutera sur l'ensemble du territoire national. Que retenir de ce qui est dit par la presse nationale et internationale sur cet événement 3e du genre dans notre pays? Une étape supplémentaire va être franchie dans le processus conduisant au référendum constitutionnel, souligne le journal Gabon Matin, qui évoque par ailleurs dans ses colonnes l'ouverture de la campagne électorale ce mercredi 6 novembre et ce pour un peu plus d'1 semaine. Tempête d'Afrique titre Le Gabon en marche, une constitution adaptée aux aspirations citoyennes. Dans ces lignes, le journal évoque le peuple gabonais dépositaire de la souveraineté nationale qui sera le seul à trancher lors du référendum. Seul son choix déterminera si le Gabon continue sur la voie ouverte par les forces de défense et de sécurité ou retourner à un modèle qui, au fil des décennies, a montré ses limites. Le quotidien L'Union évoque le lancement du bras-le-bas de combat entre les partisans du oui et ceux du non. Pour sa part, le journal La Loupe, dans une interview accordée à Maître Kevin Digou, avocat engagé, revient sur les propos de ce dernier qui appelle à l'engagement de tous les Gabonais pour que le processus électoral soit inclusif, transparent et véritablement au service du peuple gabonais. Le référendum 4 jours pour les réclamations, c'est la possibilité offerte à tout électeur désireux, du fait notamment des contraintes diverses, de changer de centre de vote à l'occasion du référendum, souligne l'Union, qui ajoute dans ses colonnes qu'à la fin, les électeurs concernés accompliront leur devoir civique le 16 novembre 2024 sur le site du stade d'Angoundjé ou sur celui du Palais des Sports. L'heure est donc à la préparation, comme le dit Gabon Media Time. Chaque citoyen est encouragé à vérifier son inscription sur la liste électorale et s'assurer d'avoir une carte d'identité valable. C'est tout pour votre revue de presse de ce soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Demain, Cabrel. Les leaders politiques en tant que figures d'autorité et de représentation ont la responsabilité à prendre temps de promouvoir l'unité nationale et de transcender les clivages ethniques en appelant à un vote communautaire. Ces derniers risqueraient de renforcer des sentiments de division et de polarisation. Résultat, répercussions sur la légitimité du processus référendaire et sur la stabilité politique du pays. C'est l'objet du billet de ce soir signé Eric Nzengi Badinga Di Mwanjok et Rodolphe Eyelembe. Le référendum prévu pour le 16 novembre prochain sur la nouvelle constitution de Gabao suscite des tensions profondes au sein de la société. Ce qui devrait être un moment de réflexion collective sur l'avenir du pays devient une tribune pour des clivages ethniques et communautaires. La dynamique actuelle du débat politique montre une détérioration inquiétante où les enjeux de pouvoir sont largement teintés par des enjeux ethno-culturels. Les débats autour du référendum révèlent une véritable balkanisation des opinions où des leaders politiques semblent utiliser leur position pour promouvoir des agendas personnels ou ethniques plutôt que de favoriser une véritable unité nationale. Ce phénomène d'ethnisation du débat est particulièrement préoccupant car il fragilise le tissu social
et menace le principe même de la démocratie. Il est aussi choquant de constater que certains acteurs prônent le nom sous le couvert d'un discours courageux sont en réalité des figures du passé, ayant des liens étroits avec l'ancien régime. Cette duplicité soulève des questions légitimes sur leur véritable engagement pour le pays. De même, ceux qui soutiennent le oui sont parfois associés à des politiques corrompues, ce qui alimente une méfiance généralisée au sein de la population vis-à-vis des institutions. La préoccupation majeure réside dans le fait que ce leader, loin de promouvoir les idéaux de cohésion nationale, semble se contenter de rassembler uniquement les membres de leurs ethnies respectives, alors qu'ils sont même leaders de partis politiques pour certains. Ce comportement casse l'élan d'unité nécessaire dans un contexte aussi critique et met en lumière une forme d'ethnocratie au détriment des valeurs républicaines. Il est crucial que les Gabomas prennent conscience de cette situation et réclament une politique inclusive qui dépasse les clivages ethniques. L'avenir de Gabao dépend de sa capacité à transcender ces différences pour bâtir un véritable projet commun ancré dans les valeurs de justice, d'égalité et de respect pour toutes les composantes de la nation. La mobilisation citoyenne doit se faire entendre pour contrer toute velléité de division et affirmer une identité nationale forte, où chaque voix compte, indépendamment de l'origine ethnique. Pourquoi créer un climat de méfiance et de rivalité entre les différentes communautés? Boutros Ghali affirme que si chacun des groupes ethniques, religieux ou linguistiques prétendait au statut d'État, la fragmentation n'aurait plus de limites et la paix, la sécurité et le progrès économique pour tous deviendraient toujours plus difficiles à assurer. Voilà pour l'essentiel de votre principale édition d'information du soir. Ne zappez pas car nous vous laissons avec votre rubrique de A à Z, mon article qui nous propose les articles 168 et 169 du titre 10 de la révision de la Constitution contenue dans le chapitre 5, une rubrique chapeautée par Elisabeth Guignonga, Raissa Eva Yingon Eban et John Mbani Avoumi Avoula. Bonne suite des programmes sur Gabon Première, demain 13h, Rita Bogondang, et bien le bonsoir à nos téléspectateurs qui nous regardent depuis Grenoble en France. Article 168. La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée les 12 mois précédant une élection politique. En cas d'empêchement temporaire du président de la République, en cas d'intérim de la présidence de la République. En cas de recours au pouvoir de crise de l'article 62 ci-dessus ou d'atteinte à l'intégrité du territoire dûment constatée. Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début des mandats présidentiels. Article 169. Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision la forme républicaine et décentralisée de l'État, le caractère pluraliste de la démocratie, la séparation des pouvoirs, le nombre des mandats présidentiels, le mode d'élection au suffrage universel direct du président de la République. La définition du mariage comme l'union entre deux personnes de sexe opposé. Le nombre de mandats des membres de la Cour constitutionnelle. L'amnistie des acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition. Alors, que retenir des articles 168 et 169? On parle ici de l'article 168 et de l'article 169. À la lecture de l'article 168, nous pouvons retenir principalement que dans ce projet de constitution, il est consacré l'impossibilité de réviser la Constitution pendant une année électorale. Nous avons pensé que les errements du passé ne devaient plus se reproduire. Nous avons eu, notamment en 2023, une révision de la Constitution pendant une année électorale. Il était donc important d'empêcher que
cette possibilité soit à nouveau possible dans notre pays, parce que nous avons connu les désastres de cette révision en pleine année électorale. Nous avons également dans l'article 169, on peut parler d'un article qui consacre des intangibilités. Intangibilité en ce sens que il y a certains points dans cette Constitution qui ne sont susceptibles d'aucune révision. Nous avons notamment dans cette Constitution consacré l'intangibilité sur le nombre de mandats présidentiels. Nous voulons insister sur le nombre de mandats présidentiels. Je pense personnellement que rien que pour cet article, tout Gabonais devrait adhérer à ce nouveau projet de constitution. Pourquoi? Parce que cet article consacre l'alternance dans notre pays. L'alternance. Quelles que soient les réunions politiques, les grandes assemblées qu'il y a eu dans le passé, s'il y a bien un élément sur lequel les politiques n'ont malheureusement jamais eu le courage de dépasser, c'est la limitation des mandats présidentiels. Le nombre de mandats présidentiels était illimité. Et nous, Gabonais, qui n'avons jamais eu l'espoir de voir un changement, parce que lorsqu'on ne limite pas les mandats, cela suppose que la possibilité de voir le changement à la tête d'un État est quasi nulle, surtout dans nos pays africains. Il était donc important, dans ce projet de constitution, de consacrer la limitation des mandats présidentiels. Ici, on limite à 2 mandats. Personne dans ce pays ne pourra plus faire plus de 2 mandats. Et personne ne pourra toucher à cet article. N'est-ce pas une innovation? N'est-ce pas une évolution? N'est-ce pas l'avenir de nos enfants? Cette constitution, à travers cet article, consacre et donne une nouvelle vision pour nos enfants, pour notre avenir à tous. De A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse, décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Première.